À la une de l'actualité ce soir, la conférence internationale sur le biodigesteur à Ouagadougou s'achève avec un appel. Un appel qui encourage les pays africains à créer un environnement favorable à l'utilisation à grande échelle de la technologie du biodigesteur. Le ministre en charge des ressources animales est avec nous. Il viendra nous dire comment cette feuille de route sera mise en œuvre. Bonsoir, monsieur le ministre, et merci de répondre à notre invitation. Et puis, 30 ans après son assassinat, on attend toujours toute la lumière sur la disparition de Thomas Sankara. Les avocats de la famille Sankara estiment qu'il faut maintenant entendre les commanditaires, notamment l'ancien président Blaise Compaoré. Vous les entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, les États-Unis se retirent de l'UNESCO, un retrait acté ce jeudi et qui porte un coup dur à une institution déjà affaiblie par des difficultés financières et des luttes intestines. Ce retrait intervient au moment où l'UNESCO procède depuis lundi au vote d'un nouveau directeur général. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, l'adjoint au commandant d'Africom était ce matin à Kosiam. Alexander Laskari a été reçu par Roch-Marc Christian Kaboré pour évoquer coopération militaire et relations entre les forces armées et les populations civiles au Burkina. Les détails avec Oumar Zombré et Urbain Benito Sobé. Le commandant adjoint pour l'engagement civilo-militaire de l'Africom reçu en audience à Kosiam, Alex Laskaris, est venu parler des actions civilo-militaires de l'armée burkinabé dans le nord du Burkina. Et ce que nous avons discuté, c'est l'importance du point de vue stratégique de la relation entre les militaires, la police et la population civile. Et je pense qu'il y avait de bons progrès à Burkina Faso à maintenir cette relation entre l'État et la population. Et on a utilisé les chefs coutumiers, on a utilisé les chefs religieux et on a utilisé la société civile pour envoyer ce message. Comme il fallait s'y attendre, le G5 Sahel s'est invité aux échanges. Et à ce sujet, Alex Laskaris promet un soutien pour sa mise en œuvre. Il y aura des négociations à New York au siège d'ONU sur l'avenir de cette force. Mais nous avons déjà dit à tous nos partenaires du Sahel et de la France que nous voudrions aider ce projet. Pour le commandant adjoint, le terrorisme ne peut être vaincu sans la collaboration des civils. Et à ce titre, il encourage les pays membres du G5 Sahel à continuer les actions civilo-militaires, ce qui est de nature à renforcer davantage l'entente entre civils et militaires. Et puis en bref, le président du Faso se rend demain et ce jusqu'au 17 octobre prochain au Sénégal et en Suisse, apprend-on de la direction de la communication de la présidence. Selon cette source, à l'occasion de ce voyage au Sénégal, des accords seront signés dans les domaines de la justice, de la sécurité et de l'éducation. Et en Suisse, Roch-Marc Christian Kaboré aura des séances de travail avec les dirigeants de la Confédération helvétique sur des sujets liés à l'humanitaire. Je vous le disais en titre, c'est fini pour la conférence internationale sur le biodigesteur à Ouagadougou. Une rencontre dont le but est d'aider à vulgariser cette technologie en Afrique. Selon les experts présents dans la capitale burkinabé, pour aider les pays africains à s'adapter aux effets des changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre, le biodigesteur pourrait être une solution. Et Ouagadougou a été un rendez-vous de partage d'expériences. Frédéric Etienne Bassenga. L'Afrique, à l'ère des changements climatiques, s'engage. Elle s'engage à juguler les facteurs qui concourent au réchauffement du climat. Et pour y arriver, elle a trouvé le moyen qui a fait et qui continue de faire ses preuves, le biodigesteur. Convaincue que cette technologie est la réponse appropriée à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la pauvreté, à la dégradation de l'environnement et à l'adaptation de l'agriculture aux effets des changements climatiques, les experts africains lancent un appel aux États pour renforcer et mettre à l'échelle des résultats des programmes nationaux de biodigesteurs en cours d'exécution. Élaborer et mettre en œuvre des programmes nationaux de biodigesteurs d'ici à fin 2019 dans une approche basée sur la création d'un marché viable. Créer un environnement favorable à l'utilisation à grande échelle de la technologie du biodigesteur. Invitons les États à s'engager au respect de la feuille de route pour la mise en œuvre des programmes nationaux de biodigesteurs et à institutionnaliser la conférence sur la technologie du biodigesteur, exhortant le président du FASO
le président du Burkina Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, a usé de tout son leadership et de son engagement pour faire le plaidoyer auprès de ses pairs et des partenaires techniques et financiers en vue de la mise en œuvre effective des programmes nationaux de promotion de la technologie du biodigesteur et de leur structure de coordination. Soutien demandé, soutien accordé, après avoir souligné l'engagement de son gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques, Roch-Marc Christian Kaboré rassure les experts qui ont fait le déplacement de Ouagadougou. Les conclusions et recommandations contenues dans la déclaration de Ouagadougou qui vient de nous être délivrée nous confortent dans la justesse du choix stratégique du Burkina Faso d'œuvrer à une mise à l'échelle au plan national et sous-régional de la technologie du biodigesteur domestique qui a fait la preuve de sa capacité à booster la production alimentaire dans le pays asiatique et dans notre contexte de pays sahélien. En outre, son utilisation optimale contribue à l'amélioration de la qualité de la vie chez la femme et la jeune fille rurale, à leur autonomisation ainsi qu'à la création d'emplois verts, entre autres. Ces éléments illustrent la capacité de la technologie du biodigesteur à l'atteinte des objectifs du développement durable et à revitaliser nos zones rurales. Je voudrais donc rassurer les délégations des différents pays de ma détermination et de mon engagement à œuvrer de concert avec mes pairs à la promotion de la technologie du biodigesteur dans nos pays. Pour le président du Faso, cette conférence ne doit pas être une de plus. Roch-Marc Christian Kaboré invite les experts à mettre en place un cadre de suivi de la mise en œuvre des recommandations et de la feuille de route des engagements pris. Il appelle également les organisations régionales et sous-régionales ainsi que les partenaires techniques et financiers à apporter tout leur soutien pour la promotion de cette technologie. À propos donc de cette conférence internationale, le ministre en charge des ressources animales est avec nous. Monsieur Somango Koutou, bonsoir. Oui, bonsoir Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. Alors, Ouagadougou, la rencontre internationale a été sanctionnée par un appel dit appel de Ouagadougou. Tout à fait. Comment concrètement cette feuille de route sera mise en œuvre? Merci Kindo. Je voudrais, avant d'aborder la question, remercier son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui a accepté patronner cet événement comme important pour nous, les acteurs du développement rural. Et effectivement, nous avons, durant 3 jours, nous sommes penchés sur les questions liées au développement du biodigesteur. Il faut dire qu'auparavant, nous sommes préoccupés de la persistance de la pauvreté, de la persistance de l'aggravation du déficit énergétique, et aussi de la persistance de l'insécurité alimentaire, ce qui nous a amené à essayer de réfléchir pour nous convaincre qu'il n'y a que le biodigesteur qui, effectivement, qui puisse être l'alternative, je ne dirais pas la seule, mais en tout cas l'alternative à notre portée pour faire face à ces changements climatiques, pour faire face à ces fléaux que je viens de citer. Donc nous avons effectivement vu et réfléchi à ce niveau et nous avons lancé un appel à tous les pays afin que effectivement cette feuille de route que nous avons élaborée et que nous avons mis en place, nous avons mis à disposition de ces pays, de tous les pays africains, notamment les pays de l'Afrique subsaharienne, que cette feuille de route puisse être déroulée, qui consiste d'abord à effectivement renforcer les résultats des programmes qui existent à travers d'autres programmes, à travers de l'insémination sur tout le territoire, tous les territoires nationaux. Et ensuite, nous avons exhorté les pays à effectivement mettre en place là où, des programmes là où ça ne se trouve pas et demander l'appui de nos partenaires, des financiers. Et nous avons surtout à la fin, mandaté le Burkina Faso, qui est un leader dans le domaine, puisque nous avons, en tout cas au niveau de l'Afrique, 90% du parc de biodigesteurs de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons donc mandaté le Burkina Faso à ce qu'effectivement, après cette conférence, on puisse mettre en place tout l'outillage pour mettre en œuvre une cellule, disons, je dirais, une unité de coordination des activités
pour effectivement disséminer le biodigesteur à travers l'Afrique, à travers le territoire de notre continent. Justement, le Burkina Faso désigné à prendre le leadership pour la vulgarisation. Oui. Comment votre ministère, votre département compte s'y prendre? Dès que nous allons quitter, dès la sortie de cette conférence, nous avons déjà un programme national qui est installé. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Nous avons déjà essayé d'approcher les pays qui étaient là, qui ont adhéré fortement à ce qu'effectivement le Burkina Faso puisse conduire cette œuvre, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Togo, le Bénin, pratiquement tous les pays qui étaient autour de nous, afin qu'effectivement nous puissions mettre en place un comité qui va réfléchir à comment nous allons mettre en place cette unité de coordination des actions visant à mettre en place des programmes nationaux et à divulguer le programme national de biodigesteur à travers tout le continent africain. Surtout que le Burkina, depuis près d'une dizaine d'années, a une expérience à la matière. Oui, nous avons une grande expérience. Comme je l'ai dit, nous avons à notre actif près de 10 000 biodigesteurs. C'est vrai qu'il y a 90% qui sont fonctionnels, mais aujourd'hui, il y a l'adhésion totale de nos braves paysans. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment leaders dans ce domaine. Mais je voudrais terminer en disant que nous avons exhorté son Excellence à travers la déclaration, en tant que leader aussi, en tout cas d'user de tout son leadership pour nous aider à faire le plaidoyer auprès de ses pairs, afin qu'effectivement dans chaque pays, le biodigesteur puisse être mis en place. Et nous sommes heureux de l'écouter dans son discours. Effectivement, il a pris l'engagement, des engagements très forts qui effectivement vont en cohérence avec son programme politique que nous avons aussi, que nous poursuivons, et qui est de mettre en place au Burkina Faso déjà 40 000 biodigesteurs d'ici la fin de son mandat. Il a pris des engagements forts, aussi bien au plan national, parce qu'il nous dit qu'il va poursuivre comment dirais-je, à aider les paysans effectivement à subventionner l'acquisition des biodigesteurs et qu'il va effectivement voir ses pairs afin qu'ils adhèrent tous aux programmes nationaux de divulgation des biodigesteurs. Donc nous sommes vraiment très contents. Qui va dans la ligne que les conclusions de cette rencontre ne seront pas destinées au tiroir. Oui, ça c'est sûr. Je suis sûr que lui, en prenant ses engagements, il va aussi avoir un regard sur nous, c'est ce que nous faisons. Et nous sommes tenus effectivement d'avoir des résultats concrets afin que ce que nous avons demandé et qu'il a accepté, que nous puissions ne pas être au rendez-vous, que nous soyons vraiment au rendez-vous d'ici le quinquennat. Merci à vous, M. Somango Koutou. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de la conférence internationale de Ouagadougou sur le biodigesteur, sanctionnée par l'appel de Ouagadougou. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci. Et la suite de ce journal. Pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme au Burkina Faso, le ministère de la Sécurité annonce la construction et la rénovation de commissariats de police et de brigades de gendarmerie. Dans le même registre, la France remet du matériel militaire aux forces spéciales. La composition du matériel avec Roger Cam et Yonan Lompo. Ces boucliers de protection sont destinés à l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale et à l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. D'un coût d'environ 23 millions de nos francs, ce don est de la France qui entend contribuer à la lutte contre le terrorisme au pays des hommes intègres. Il y a eu un certain nombre de formations ici, des gendarmes français d'un côté et des policiers français qui sont venus former leurs collègues burkinabés. Malheureusement, nous avons vu que lors de l'attentat d'Istanbul au mois d'août, la formation avait certes porté ses fruits parce que l'unité d'intervention spéciale de la gendarmerie nationale a fait remarquablement son travail. Malheureusement, il manquait une chose, c'était des équipements. Et notamment des boucliers. L'un des gendarmes qui sont intervenus a été blessé parce qu'il n'y avait pas assez de boucliers et il est même mort de ses blessures. Convaincus que ce matériel leur permettra d'organiser la résistance à chaque fois que le besoin se fera sentir, le ministre en charge de la sécurité annonce que d'autres actions fortes viendront renforcer le système de sécurité au Burkina. Ce type de matériel et bien d'autres matériels, on ne les achète pas au hasard. Il faut obtenir des autorisations pour qu'il y ait une traçabilité jusqu'au Burkina. Nous avons décidé petit à petit la construction de commissariats et de brigades, mais aussi de clôturer les commissariats, les brigades territoriales de gendarmerie, les écoles et les centres de santé pour des besoins de sécurité. Dans les prochains jours, d'autres partenaires tels l'Union européenne sont annoncés.
Dans l'actualité ce soir, 30 ans après sa mort, toute la lumière n'est pas encore faite sur la disparition de Thomas Sankara. Et ce matin, les avocats de la famille Sankara estiment qu'il faut maintenant entendre les commanditaires, notamment l'ancien président Blaise Compaoré. Ce matin donc, face à la presse, le collectif d'avocats s'est voulu plus explicite sur la suite de l'affaire. Paul-David Bambara, Olopoda. D'audition et de confrontation, le dossier Thomas Sankara avance normalement. Ces propos sont du collectif des avocats de la famille du père de la révolution burkinabé, assassiné le 15 octobre 1987. Mais, souligne-t-il, c'est seulement en 2015 que le dossier a connu une véritable accélération. On a beaucoup parlé des exécutants. Nous, en tant qu'avocats de la famille de Thomas Sankara, et la famille évidemment en première ligne, ce qui nous intéresse, c'est évidemment les exécutants, mais c'est surtout les commanditaires. Et c'est cette partie de l'instruction qui nous paraît importante à poursuivre. Justement, en ce qui concerne les commanditaires, Maître Sankara et ses collègues souhaitent que Blaise Compaoré soit entendu. Depuis qu'un mandat a été lancé contre l'ancien président du Faso, les choses sont toujours en l'état. Une personne que nous aimerions pouvoir entendre dans cette procédure, c'est Blaise Compaoré, qui a fait en sorte de ne pas pouvoir répondre aux injonctions judiciaires du fait de sa nationalité récemment acquise en Côte d'Ivoire. Selon les règles de procédure, Blaise Compaoré peut être jugé par l'État de Côte d'Ivoire. Et en ce moment, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est le procès équitable avec la garantie des droits de la défense. Pour ces avocats, l'affaire Thomas Sankara ne se limite pas au seul aspect judiciaire. C'est aussi un combat politique qui nécessite la coopération avec certains États, notamment la France, à qui l'on demande une déclassification du dossier. S'il y a au contraire des choses à cacher et qu'on ne veut pas donner ces documents, on peut se poser la question de savoir si les volontés qui ont été données ces dernières années de dire qu'on veut mettre fin à une certaine France-Afrique et qu'on veut avoir de nouvelles relations avec les États africains, ça se pose la question. Donc c'est un moyen, je pense, on arrive avec un nouveau gouvernement, un nouveau chef d'État. S'il veut effectivement marquer la rupture par rapport à ce qui s'est passé auparavant, ce serait effectivement le moment de le faire dans l'affaire Sankara. À la veille de la célébration du 30e anniversaire de la disparition de Thomas Sankara, le collectif des avocats réaffirme sa volonté de poursuivre le combat pour la manifestation d'une vraie vérité et une vraie justice. Et puis les souscriptions pour la construction du mémorial Thomas Sankara ont déjà atteint la barre de 1 milliard de francs CFA. C'est l'annonce faite ce matin par le comité chargé du suivi de ces souscriptions. Le comité annonce également la réouverture du concours international d'architecture du mémorial. Le point avec Omar Zombré. Le comité a mobilisé la somme d'1 milliard 23 195 527 francs CFA. Plus d'1 milliard de francs CFA récoltés en un jour. Et ce n'est pas tout. Ce montant de 1 milliard 23 millions et quelques représente les contributions provenant des officiels, des opérateurs économiques, des citoyens, des chefs de représentation diplomatique, des leaders de la société civile, de la diaspora burkinabé, de quelques délégués de pays voisins et amis du Burkina. Ce montant n'inclut pas encore les contributions en provenance de l'extérieur, notamment par virement bancaire. Nous attendons dans les prochaines semaines l'annonce du montant de la contribution de l'État du Burkina Faso. Les souscriptions continuent donc. D'ores et déjà, selon les conférenciers, plusieurs États de l'Afrique australe et d'ailleurs ont manifesté leur volonté d'accompagner ce projet de construction du mémorial pour la pérennisation de la mémoire du capitaine et de ses compagnons assassiné le 15 octobre 1987. Et ce dimanche, cela fera 30 ans que les amis de Sankara attendent toujours que justice soit rendue. Pour marquer ce triste anniversaire d'une pierre blanche, une procession dénommée Justice pour Sankara et ses compagnons arpentera les artères de la ville. Cette procession commencera devant le Conseil de l'Entente, le lieu où a lieu le drame, et se poursuivra jusqu'au tribunal militaire. Il y aura des arrêts, notamment à des points stratégiques, comme l'ambassade de France, pour transmettre un mémorandum au président français pour exiger la levée du secret défense concernant le dossier Sankara. L'autre et dernier point à l'ordre du jour de cette conférence de presse
concerne le lancement du concours international d'architecture. Ce concours sera ouvert à compter de ce lundi 16 octobre 2017. Autre point de l'actualité ce soir, les proches des victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et du coup d'État manqué de septembre 2015 ne sont pas contents des traitements judiciaires réservés aux dossiers liés à ces événements. Cet après-midi, et devant les journalistes, ils dénoncent les libertés provisoires accordées à plusieurs personnes présumées coupables dans ces dossiers. Oscar Soulama, Vincent Tiendrebego. Les familles des victimes de l'insurrection populaire de 2014 et du putsch de 2015 s'insurgent contre les libertés provisoires accordées à certaines personnes soupçonnées d'implication dans ces événements. Le cas de Djibril Bassolé semble la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce que nous avons remarqué, quand il y a une liberté provisoire, c'est pour des raisons de santé. Quand la personne sort, on ne sait pas. Est-ce que la personne recouvre sa santé? Il revient en prison ou bien c'est comment? Il y en a qui ont été libérés provisoirement, ils ont quitté le pays. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Tout ce que nous voulons en tant que parents des victimes, nous voulons que la lumière soit faite sur les événements. Pour une conférence de presse, des victimes et des proches se sont mobilisés et ont pris la parole pour dénoncer la lenteur et les agissements de la justice. La justice, nous ne la disons pas de condamner Djibril Bassolé ou bien de condamner... Non. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons qu'on nous montre quels sont ceux qui nous ont tués, quels sont ceux qui nous ont rendus invalides. Plusieurs organisations de la société civile soutiennent leur démarche de protestation, selon les conférenciers qui ont annexé la signature de près d'une vingtaine d'OSC à leur déclaration liminaire. Ils avaient promis le faire et ce jeudi, ils sont passés à l'acte. Les militants de base de l'UPC se sont rendus à l'Assemblée nationale et ont tenté également d'assiéger le domicile d'une députée démissionnaire. Constat avec Rasmane Zoundi et Zouaviel David Abiri. Des militants de l'Union pour le progrès et le changement, massés aux abords du domicile de l'honorable Fatimata Korbiogo, une des députées démissionnaires du groupe parlementaire UPC. Leur objectif, faire pression sur l'élu en vue du retrait de son mandat à l'Assemblée nationale. Ils sont freinés dans leur élan par les forces de sécurité postées devant la résidence. J'ai reçu plein de menaces et vous-même vous le constatez, ils sont encore dehors. Et en rentrant, vous avez constaté que ma porte a été défoncée. Mon fils a été blessé à la tête. Tout ça, c'est des preuves. Et moi-même, je suis menacé. Et c'est pourquoi la sécurité est à ma porte. Sinon, d'habitude, moi, je n'ai même pas de gardien chez moi. Ça fait la troisième fois que nous, on est venu le voir. Donc, nous demandons seulement à notre maman de nous donner le mandat que nous, on l'a confié. C'est tout. Mais avant ce siège, les militants et certains responsables du parti étaient à l'hémicycle pour remettre au premier vice-président une lettre de protestation relative à l'affaire des 13 députés. Et là aussi, les choses ne se passent pas comme prévu. Constatant la situation, nous avons fait une délégation pour aller rencontrer l'autorité de l'Assemblée nationale, en l'occurrence le premier vice-président, qui n'était pas là. Aucun d'ailleurs des vice-présidents n'était présent à l'Assemblée. Et joint au téléphone, il a souhaité que nous puissions remettre le message au chef de poste. Bon, chose que nous avons trouvée vraiment inacceptable. Qu'à cela ne tienne, pour ces manifestants, c'est le début de leur stratégie de retrait des mandats des députés démissionnaires. Blaise Compaoré n'a pas officiellement annoncé son retour au Burkina, mais ses partisans du Congrès pour la démocratie et le progrès se disent prêts à l'accueillir. Ils l'ont affirmé hier au cours d'une conférence de presse, une rencontre avec les journalistes au cours de laquelle ils dénoncent également ce qu'ils qualifient de recul de liberté d'expression au Burkina Faso. Jean-Eudes Bayala, Vincent Tiendrebeo. Certains sujets font débat dans l'actualité nationale et ils tiennent à exprimer leur opinion. Les jeunes du CDP ne sont pas seulement favorables à un retour de l'ex-président Blaise Compaoré, ils sont même prêts à l'accueillir. Si l'homme de paix, le président Blaise Compaoré, décidait de rentrer, nous l'accueillerons à bras ouverts ici. Blaise Compaoré viendra, c'est sûr, car il restera à jamais un citoyen burkinabé. Nous avons tous conscience que 2014 a été une erreur.
à quand le retour de Blaise Compaoré au pays? Aucune précision. Et les conférenciers passent à une dénonciation de ce qu'ils considèrent comme un recul de la liberté d'expression et d'opinion au Faso, se basant sur certains faits. Les événements récents le confirment. L'annulation du meeting du cadre d'expression démocratique, l'agression du sieur Nana Thibaut à Bobo Dioulasso pour avoir exprimé son opinion sur le retour du président Blaise Compaoré. Ce comportement nous déshonore et nous prive de nos droits d'expression et d'opinion. La libération provisoire accordée au général Djibril Bassolé a suscité des réactions dans certains milieux, mais les jeunes du CDP rappellent que tout le monde n'a toujours clamé l'indépendance et la liberté de la justice dans ses décisions. La libération de Bassolé étant une décision de justice, ils appellent alors à en tirer la conséquence. À l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, Plan international attire l'attention sur les grossesses précoces à l'école, un phénomène qui handicape le parcours scolaire de bien de jeunes filles au Burkina Faso. Yacouba Gamene, Estelle Judith Assogba. Pour échanger sur le sujet, les grossesses précoces en milieu scolaire en ce jour dédié à la jeune fille, Plan international offre cette démarche, le dialogue Girls Take Over. C'est une vidéoconférence qui met en réseau 3 régions du Burkina Faso, le centre-nord et le sud-ouest. Elle met en scène 6 jeunes filles, dont 4 d'entre elles incarnent les rôles de ministre en charge de l'action sociale, de l'éducation nationale, de gouverneur et de la représentante du Plan international. Les 2 autres dans le rôle de victimes. Entre 2012 et 2016, il y a au moins 6400 grossesses précoces. Et comme notre nouvelle stratégie, la stratégie globale du plan, veut vraiment travailler pour le bien-être des enfants, mais spécifiquement les jeunes filles de la naissance à l'âge adulte, nous pensons que ce thème est d'actualité. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire avec les services de l'État? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec les autres acteurs? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec les parents pour prévenir vraiment ces grossesses précoces? Parce qu'on ne peut pas parler d'autonomisation de la jeune fille si elle n'a pas pu continuer au moins ses études, elle n'a pas pu être économiquement indépendante. Lors des échanges, chacune d'entre elles fait le point de la situation dans sa région, évoque les causes profondes et suggère des solutions. Dans ces 3 régions, la situation est préoccupante et le phénomène prend de l'ampleur d'année en année. Les causes évoquées sont pratiquement les mêmes partout. La pauvreté, la curiosité et l'insuffisance de l'éducation sexuelle dans les écoles. Pour venir à bout du phénomène, elle suggère entre autres la répression plus ferme des cas d'abus perpétrés sur mineurs, les échanges avec les hommes sur les droits des filles et la révision des programmes pour donner plus de poids à l'enseignement sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Et en matière de santé sexuelle et de la reproduction, l'ONG Marie Stop au Burkina a conduit un projet sur le thème « Enfants par choix et non par surprise ». Le projet a clos ses activités en septembre dernier et ce mercredi, l'ONG a réuni ses partenaires pour un partage d'expériences. Ismaël Didoma Sirima. L'heure est au bilan à Marie Stop Burkina. Pendant 3 années de mise en œuvre de la mission dénommée « Enfants par choix et non par surprise », l'ONG a mis à la disposition de nombreuses femmes, filles et couples des informations et des soutiens sur la planification familiale. C'est pour nous une gageure parce que vous savez bien que dans le cadre du plan national de développement économique et social, nous avons un objectif stratégique santé qui se décline en 3 effets, dont un effet qui est en rapport avec l'accélération de la transition démographique pour pouvoir capturer les dividendes démographiques. Nous sommes aujourd'hui à près d'une centaine de milliers de femmes qui ont pu être touchées par les activités. Donc je crois que pour nous, le bilan est vraiment satisfaisant. Pour la réalisation de cette mission, l'ONG Marie Stop Burkina a bénéficié du soutien financier de l'USAID. Les efforts fournis par MSI, Marie Stopes International, qui vont dans des régions ou dans des zones géographiques beaucoup plus vulnérables, qui ont des occupes mobiles, qui arrivent à pouvoir atteindre les populations les plus vulnérables que parfois n'ont pas les informations qu'il faut. Et c'est à cause de ça que nous avions estimé que c'était une bonne opportunité de pouvoir financer ce projet. Depuis le 30 septembre dernier, le financement de la mission Enfants par choix et non par surprise a pris fin. Cependant, les activités de Marie Stop continuent au Burkina.
Et juste après ce journal de 20h, vous pouvez retrouver votre émission Santé Mag à partir de 21h. Santé Mag abordera pour vous le cancer du sein. Au regard de l'ampleur de cette maladie au Burkina Faso, Maïmouna Dao et ses invités tenteront de répondre à plusieurs questions que vous vous posez certainement. D'abord, qu'est-ce que le cancer du sein? Comment se manifeste-t-il? Comment se fait la prise en charge? Autant de préoccupations qui trouveront certainement réponse ce soir à partir de 21h. Vous pouvez également participer à cette émission en appelant au 25 40 79 03, 25 40 79 03. À l'étranger, les États-Unis se retirent de l'UNESCO, un retrait acté ce jeudi et qui porte un coup dur à une institution déjà affaiblie par des difficultés financières et des luttes intestines. Un retrait qui intervient également au moment où l'UNESCO procède depuis lundi au vote d'un nouveau directeur général. Les États-Unis quittent l'UNESCO. Ils accusent l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture d'être anti-israélienne. Washington souhaite garder un statut d'observateur après le 31 décembre 2018, date effective du retrait. La directrice de l'institution basée à Paris regrette profondément le retrait américain. Je voudrais rappeler aux Américains, dit-elle, que sur la liste de l'héritage mondial, il y a la statue de la liberté. Ça signifie quelque chose, pas seulement pour les Américains, mais pour le monde entier, avec un message très fort. Emboîtant le pas aux États-Unis, Israël a immédiatement aussi annoncé son retrait. La goutte d'eau, c'est la décision en juillet de l'UNESCO de déclarer la vieille ville de Hébron, en Cisjordanie occupée, zone protégée du patrimoine mondial. Les États-Unis, grand allié d'Israël, avaient déjà pris leur distance avec l'UNESCO. Ils avaient ainsi arrêté de participer à son financement en 2011, après que l'agence a admis les Palestiniens parmi ses États membres. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Liberté provisoire, résidents surveillés à la une d'aujourd'hui au Faso, liberté provisoire selon l'Observateur, libération provisoire à la manchette de Sidouaya, peu importe la terminologie, en tous les cas, Djibril Bassolé suscite une rafale de réactions et un tollé général. Des OSC remontés battent le pavé et oppose un non catégorique, relate Sidouaya. Nous ne pouvons pas tolérer que ceux qui sont à l'origine de l'assassinat d'une frère et sœur soient libérés, s'attriste Smokey du ballet citoyen à la une du journal Le Quotidien. Le pays, lui, s'interroge sur le timing de cette liberté qui intervient, je cite, quelques jours après des révélations sur l'effectivité des contacts téléphoniques entre le général Bassolé et Guillaume Soro en vue de soutenir les putschistes de 2015. L'Observateur met en exergue une dualité, je cite, des OSC montent au créneau, la justice, elle, campe sur sa position. C'est un no comment du côté du gouvernement qui garde un silence radio, je cite, en vertu des règles de fonctionnement démocratique de nos institutions, a réagi le monsieur Justice. Quant au MPP, il se dit indigné car cette liberté provisoire est une insulte. Le pays a une autre lecture, je cite, le MPP pourrait présenter cette liberté pour contenter les partisans de Djibril Bassolé, mais surtout dans une perspective électoraliste le moment venu. Tandis que l'Express du Faso publie un autre son de cloche, en effet, les partisans de Djibril Bassolé saluent sa libération et pensent que c'est un honneur pour la justice burkinabé. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.